Tout d'abord, il est important de définir ce qu'est une personne itinérante. Un itinérant est une personne qui n'a pas d'adresse fixe ni l'assurance d'un logement stable, sécuritaire et salubre pour une période de temps. De plus, il possède un revenu très faible, du genre le bien-être social où il compte sur la générosité des gens pour survivre. Ils vivent des problèmes qui occasionnent une désorganisation sociale, comme de santé mentale, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de jeux impulsifs, et ils sont dépourvus de groupes d'appartenance. Pour comprendre l'itinérance, il faut savoir que c'est une combinaison de facteurs qui nient ou fragilisent la place de certaines personnes au sein de la société. Il faut savoir que le processus englobe toute la société en entier dans la manière dont elle inclut ou exclut les personnes et dans la manière dont elle veut remédier aux problèmes. Les personnes itinérantes souffrent entre autres d'exclusion du milieu du travail, du logement, de la famille et de la société. Leur visibilité dans l'espace public n'aide en rien à leur état car elle contribue à marquer la distance sociale qui les sépare des personnes intégrées. Aussi, la fragilité sociale et personnelle qu'ils vivent renforce leur mise à l'écart et il est dans ce cas beaucoup plus difficile pour eux de se réintégrer. Au Canada, on estime le nombre de sans-abri entre 150 000 et 300 000. Selon le recensement de 1998, on comptait 28 214 usagers des ressources de la ville pour personnes itinérantes. Depuis le dernier recensement de 1998, aucun autre n'a été produit, mais le nombre de personnes itinérantes à Montréal s'est largement accru depuis les dernières années. En effet, il y a beaucoup plus de personnes vivant dans la rue maintenant et ce phénomène s'explique par la décroissance économique qui a eu un impact important sur les personnes les plus fragiles de la société. L'itinérance n'a pas de visage, personne n'est à l'abri de ce phénomène. Par contre, certaines statistiques permettent de définir un peu mieux les personnes qu'on peut y retrouver. D'après les données du recensement de 1998, près de 3 personnes itinérantes sur 4 sont des hommes. Pour Montréal, cette proportion est de 67,2%, dont la majorité sont âgés entre 30 et 40 ans. Le portrait d'itinérance, ça change depuis, je dirais, au moins 5 ans. Là. Il y a comme une espèce de transformation. Il y a plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes et il y a beaucoup plus de personnes de 55 ans et plus. Beaucoup. Au niveau des femmes, c'est surtout des femmes qui, ils ont vécu des divorces. Ils ont aussi des femmes qui travaillaient dans le domaine manufacturier. Ils ont toujours travaillé dans ce domaine-là. Puis à un moment donné, ça ferme. Ils ne peuvent pas se recycler. Chômage, aide sociale, c'est ça peut débouler. Il y a ça, il y a beaucoup de femmes âgées. Énormément. Des madames en fauteuil roulant qui dorment dehors. Il y en a. Il y en a beaucoup qui font de in and out, rue, hôpital. Beaucoup. Ils vont à l'hôpital, ils se font soigner, ils se font sortir, mais ils se retrouvent dans la rue. Ou dans des ressources qui pourraient les accueillir, ben c'est plein. C'est toujours une espèce de roue un peu... il y a des jeunes, qu'on appelle des jeunes de la rue. Des ados, comme? Ben, en fait, il y en a à partir de 15-16 ans. OK. Ce qu'il y a beaucoup, c'est... comment elle s'appelle donc? France Labbé, qui est la directrice du refuge des jeunes. J'étais en rencontre avec elle, puis elle disait que 80%, même plus, des jeunes qui arrivent au refuge, qui sont en itinérance, sortent des centres jeunesse. Ah oui. Fait qu'à 18 ans, eux autres, ils leur donnent un billet, là, puis c'est bye-bye, sans. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de suivi ou de ressources. Il y en a, mais c'est limité, très limité. Ouais. Fait que donc, ils ne sont pas préparés nécessairement à qu'est-ce qui va suivre, qu'est-ce qui va venir par la suite. Fait que donc, ils ont... puis la plupart aussi vont faire « Hey! » Moi, là, j'ai 18 ans, ça fait comme depuis l'âge de 10 ans que je suis encadrée, qu'on gère tout. Là, j'ai 18 ans, je veux faire ce que je veux. Ma liberté, je veux aller triper, je veux faire plein d'affaires. Fait que donc, il y a ce côté-là aussi, où est-ce qu'ils veulent vraiment, ils sont lâchés lousses, puis ils veulent vivre un peu leur vie. Il y en a beaucoup qui viennent faire un trip. Et c'est très dénoncé dans ceux qui vivent vraiment dans la rue, parce qu'ils disent, vous venez prendre, vous venez comme monopoliser comme toutes les places que nous autres, on a besoin, puis qu'on a de la misère à s'en sortir. Toi, tu t'en viens triper ici.
La vie peut se séparer en 3 sphères principales, le travail, la famille et la santé. Lorsque l'une de ces sphères est atteinte, une personne est beaucoup plus susceptible de se retrouver à la rue. Tout d'abord, les personnes sans domicile, c'est en premier lieu le départ du domicile conjugal, la fin de la vie commune des parents, les impayés de loyer ou expulsion, ainsi que la sortie d'institution. D'autres facteurs tels que le divorce, le chômage, le décès d'un proche, le surendettement, la maladie, la perte d'emploi peuvent mener à la rue. D'autres problèmes pouvant créer d'énormes pertes d'argent peuvent également mener à la rue tels que les dépendances aux drogues, à l'alcool ou aux jeux. Il y a également eu la désinstitution des hôpitaux psychiatriques vers les années 1960 qui a causé la fermeture de lits et qui a poussé des centaines de personnes atteintes de maladies mentales dans les rues. En effet, le tiers des itinérants sont atteints de maladies mentales et ceux-ci n'ont pas toujours l'aide nécessaire pour se faire soigner. Ce qu'on remarque beaucoup ici, c'est perte d'emploi, santé mentale, non diagnostiquée ou arrêt de prise de médication. Toxicomanie, beaucoup de toxicomanie. Comme j'expliquais avec les jeunes de la rue, ça se peut qu'ils arrivent, ils sortent des centres de jeunesse puis ils se retrouvent à la rue. Il y en a, et de plus en plus, comme je parlais, il y avait des gens plus âgés qui se retrouvent à la rue. C'est beaucoup des gens qui ont vécu l'opulence, qui ont eu des maisons, des compagnies, ils ont été mariés, ils ont eu des enfants et qui ont tout perdu du jour au lendemain. Ici, on a un programme de réinsertion sociale. Ouais, je sais. Dans le programme, j'ai un participant qui, lui, était ingénieur mécanique. Aïe, aïe. Et lui, il a eu un divorce et il a commencé à consommer de la drogue par injection et il a tout perdu. Fait que c'est beaucoup des pertes. Toutes les pertes vont les amener à la rue. Parce qu'il y en a qui n'ont pas qu'on appelle la résilience, la capacité de se remonter. Il y en a qui ne l'ont pas nécessairement ou que c'est tellement dur pour eux autres qu'ils vont se laisser couler. Puis ils font comme non, sauf moi. Moi, je suis pas loin d'être itinérant de certaine façon parce que quand on regarde le coût de la vie aujourd'hui, c'est que quand on voit la précarité, mettons une personne comme moi, si je regarde, je tombe sur l'aide sociale, j'ai 610 par mois. Et j'ai un loyer qui me coûte juste le loyer 495, on parle d'un petit studio. Et j'ai un bon prix considérant quand même, dans les moins chers, ça va être 450. Alors quand on voit une personne qui commence soit en chambre ou dans des conditions comme ça, ne peut pas avoir un endroit et avoir le pied dans la rue. Les facteurs pouvant mener des personnes à la rue sont parfois issus d'origines plus profondes, comme par exemple des histoires personnelles et familiales douloureuses ou un isolement social et affectif devenu insupportable. D'autre part, il y a un risque pour les immigrants qui arrivent dans un pays d'accueil sans ressources. Les risques de se retrouver dans la rue sont faibles pour une personne qui peut compter sur un réseau social et un métier stable, ce qui n'est pas toujours le cas pour les nouveaux immigrants qui s'installent à Montréal. Vivre dans la rue est loin d'être une tâche délicate et paisible. En effet, la vie de rue affaiblit et vulnérabilise sensiblement les sans-abri. Ceux-ci sont confrontés entre autres à des problèmes tels que les dépendances. Les drogues mènent fréquemment dans des situations de violence, de pauvreté, de criminalité et d'indignité. Énormément. Entre des itinérants ou entre des citoyens et des itinérants? Je vous dirais, c'est beaucoup de questions des questions de territoire, des questions de spot à dormir, des questions de je vais te voler ton chèque, tu me dois de l'argent. Il y a déjà un gars qui lui s'était fait réveiller à coups de briques d'en face parce qu'il dormait pas dans le bon spot, au carré Vigée. Les overdoses, la drogue de la rue, parce que c'est de la coke ou de l'héroïne, ou de la morphine, des choses comme ça, qui est coupée avec, pour qu'elle soit moins pure. Il coupe tout le temps avec quelque chose pour que ça soit moins pure. Fait qu'il la coupe, mais avec du fentanyl. Le fentanyl, c'est un opiacé. C'est un dérivé de morphine puis d'héroïne, mais c'est en patch, comme des nicorettes. Et ça, c'est pour les personnes qui ont des douleurs chroniques puis qui ont sont en cancer phase terminale. C'est pour vraiment des méga douleurs. C'est
hyper puissant. Mais vraiment hyper puissant, puis c'est censé bon, être diffusé dans ton système à longue échéance. Ça prend du temps. Sauf que eux, les trafiquants, ils vont aller chercher la substance dans la patch, puis ils vont comme la transformer pour qu'elle devienne comme en poudre. Et ils mélangent ça avec la cocaïne, ils en font du crack, ils en font de la freebase, ils en mélangent avec de l'héroïne, et ils vendent ça. Sauf que moi, mettons, je consomme de la coke. Fait que moi, j'achète de la coke, puis j'en prends la même quantité que j'en prends d'habitude. Fait que moi, je pense que je me fais un hit de cocaïne, mais je me fais un hit de coke plus de fentanyl. Fait que là, je fais un overdose. Puis ils meurent de ça. Il y en a beaucoup qui vont mourir ou qui vont tomber en convulsion ou en arrêt respiratoire. Il y a également la question de savoir où est-ce qu'ils vont dormir cette nuit. La plupart des centres ont des places limitées et donc laissent à la rue des centaines de personnes, même si le temps est mauvais. Ne pas avoir une place pour se reposer est parfois pire que de ne pas avoir de toit. Toutes les maisons du père, au Burry, puis Belcamard, mouillé à Sioux, j'étais dehors. J'étais habillé juste comme ça, mouillé. Puis un moment donné, je suis allé, là, je commence à être tanné, j'ai avoir froid. Je m'en vais au métro Berry, là, je m'accote juste dans le corridor, là, je m'en sachais un peu. Puis là, la police de métro est passée. Monsieur, vous n'avez pas le droit là. T'sais, en premier, il n'était pas trop sûr. Puis là, j'ai dit, je fais juste me réchauffer 2 secondes. Vous êtes dans la rue? Je dis, oui, c'est parce que je ne sais pas où aller. Bon, quand sorti le bâton, dehors, vous n'avez pas d'affaire, ça. Fait que là, j'ai pété les plombs, je suis allé au Jean Coutu ici, là. J'ai pris 2 affaires, je regardais où la caméra. Je dis, regarde, venez m'arrêter, là. Je veux dormir au chaud. Mais dans ma tête, moi, je pensais que le lendemain matin, ils diraient, OK. Non, j'ai fait 3 mois de prison pour ça. Puis là, les gars en dedans, ils riaient. Je trouvais ça super drôle. Vous avez fait 3 mois de prison? Puis là, ils ont calculé, je sais même pas ce que j'ai volé. Puis quand je passais devant le juge, elle dit, j'avais pas d'avocat, tu sais. Là, la couronne, elle dit, il a volé pour 21 et quelque chose, tu sais. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai volé? Là, il pensait, j'étais fou parce qu'il dit, mais non, tu peux pas arrêter des affaires là. Je dis, oui, moi, il dormait sur un banc dur, mais au moins, il était en dedans, tu sais, au chaud. J'ai eu 3 mois. Puis là, j'ai dit, Madame la juge, excusez, je peux vous parler? J'ai dit, vous êtes instruite, intelligente? Oui, tu sais, ils sont tellement habitués de se faire envoyer promener et tout ça. Mais j'ai dit, vous savez que ça va coûter à l'État 178 d'incarcération par jour pendant 3 mois pour un vol de 21 c'est trouver une place chaude. OK. Même dormir dans l'émission, il y en a qui ne sont pas capables, ils dorment dehors. Là, c'est à quelque part, là, les gens, non, pas chez nous. Je dis, ben, un moment donné, je suis juste allé dans le Vieux-Port cet été. Même pas, puisque l'action, je suis allé un petit peu plus vers les silos. Mais la sécurité est passée. Vous n'avez pas d'affaires là. Il faut circuler. Là, tu dis, ben, on va. Je me suis trouvé un petit buisson. J'ai fait un trou dedans, puis j'ai mis des cartons là-dedans. Puis j'ai refermé tout ça. Là, je me suis installé avec ma tablette, affaire. J'avais 100% de chargé, fait que j'étais correct pour... C'est les pires dangers dans la rue. C'est quoi selon vous? Le froid? La police. Répression policière. Est-ce que la maladie fait partie de ça? Pardon? La maladie, est-ce qu'elle fait partie de ça? Oui, mais c'est certain qu'il y a une personne qui vit dans des La maladie psychologique est aggravée. Je veux dire, les gens qui sont malades. Il faut dire que c'est sûr. À partir du moment qu'il est dans la rue, la personne perd au niveau public crédibilité. On le voit comme dans l'Internet, des certains reportages qui étaient faits. On voit un homme à terre habillé avec un beau complet, 3 pièces, tout ça, tout le monde va voir s'il est correct, qu'est-ce qui arrive, alors que s'il y a un gars qui a une frange dans le tête, tout le monde s'en fout. Alors, en plus de perdre, d'être diminué socialement, d'être pas être capable de répondre à ses besoins de base, la société, en plus, le tasse. C'est-à-dire que tu n'as pas d'argent, tu es rien. Plus vulnérables aux maladies dans la rue? Ben, en fait, au niveau des maladies, comme je disais, il y en a qui ont beaucoup qui ont l'hépatite, ils ont le VIH. C'est au niveau des dents. Ah ouais, hein? Oui, mais les dents, c'est surtout au niveau de causé par la consommation de crack, consommation d'opiacés, tout ça.
Les itinérants sont sales, ils puent, ils ont les cheveux longs, puis gras, sont dégueulasses. En fait, l'itinérance n'a pas de visage. Il est surprenant même parfois d'apprendre qu'une certaine personne est en situation d'itinérance car elle n'en a pas l'air. Les préjugés que nous avons à l'égard de l'aspect physique des sans-abri témoignent de l'image réductrice et négative que socialement on se forge à leur égard. En effet, les sans-abri ont accès à des douches publiques, à des coupes de cheveux gratuites et à plusieurs services de base dans des centres spécialement créés à ce but. Mais c'est leur choix s'ils sont dans la rue, là. Pour vous, la rue, est-ce que c'était un choix ou vous y avez pas mal été obligé? Non, obligé. Tu perds ton logement, tu n'as plus mon âge, tu peux pas. Fait que ton choix, c'est. Il n'y en a plus bien, Il bien. n'y en a pas. C'est la rue. HLM, j'ai fait une demande l'an dernier. HLM, c'est ok. une habitation à loyer modique. C'est 25 de tes revenus. Que si tu as l'aide sociale, c'est 150, mettons. OK. Je suis 1070e sur la liste. Présentement, Aïe. un an après. Penses-tu que j'attends après ça? Moi, j'ai élevé mes enfants. J'étais à Montréal, on a acheté une maison dans le Vieux-Longueuil, on les a élevés là-bas, on s'est séparés. Après ça, je suis retourné à Montréal, puis je travaillais entre 50 et 75 heures par semaine. J'ai pété. Comme cuisinier, là. OK. C'est pas une job assis, là. C'est coco, Centre Bell en plus, fait que tu cours. Puis j'ai craqué, j'ai perdu ma job parce que j'étais trop fatigué, puis j'ai perdu mon logement. Je me suis retrouvé dans la rue. Puis là, j'ai commencé à apprendre c'était quoi les ressources, les refuges, les centres, les services, tout ça, ça a pris une Est-ce que aventure. c'était difficile au début? Ben oui, parce que là, tu veux te suicider, parce que tu vois pas d'issue. Tu te dis, ben là, on va en finir là, ça va être fait. Après ça, tu te dis, je peux dormir là. Les personnes itinérantes sont vraiment paresseux pour se trouver une job. C'est difficile de s'en trouver une, compte tenu du fait que vous n'avez pas d'adresse fixe, vous n'avez pas de numéro de téléphone, même si vous paraissez bien, vous n'avez pas l'air d'un itinérant. Est-ce que c'est difficile quand même? Oui, ben là, c'est encore plus difficile parce que là, j'ai un dossier. Ah, ouais. Puis, c'est difficile parce que les gens, t'es tous pareils. Une fois que tu te dis que t'as pas de. Ils vous mettent tous dans le même bateau, là. Ah, t'es drogué, t'es ci, t'es ça, t'as C'est ça. Pour veiller à ce que ces personnes vivant dans la misère puissent se sortir de la rue, des programmes et des organismes ont déjà été mis en place pour combler leurs besoins à long et court terme. Il y en a assez. OK. C'est qu'ils sont pas répartis de façon. Ok, faut être méchant. OK. Je vais dire, c'est fait de façon à ce que les gens gardent le rythme. Mais une fois que tu as lâché. Ben, pas que tu as lâché. Ben, tu as perdu ton logement. Une fois que tu n'as plus rien, tout est fait pour que tu restes dans les ressources. C'est comme si, mettons, tu travailles comme là, je vais recommencer à travailler ici, ça me donne 180 cucs de plus sur mon chèque d'aide sociale. OK. J'en ai eu un dans ma vie, avant que je rentre. C'est le premier que j'avais. OK. Donc, mais une fois que tu as ça, c'est là, tu vas un emploi. Ah, ben là, tu peux pas travailler à temps plein parce que tu reçois ce chèque-là de service. Ouais, c'est vrai. Là, il faudrait que tu abandonnes tout ça pour dire si on te donne le chèque, puis. Arrange-toi. Ouais, c'est ça. Débrouille-toi, fais ce que tu veux. Donc, ils sont mal répartis les choses pour les ressources. Vous arriviez quand même à... Il me reste. Depuis que je suis sorti, là, il me reste 10 piastres jusqu'à la fin du mois. Ah, Sauf que, c'est ça, j'ai une place pour dormir, une place pour me laver, une place pour manger. vous dormez où? Là, je suis à Voile-Commande, OK. je suis sur mon accueil. Je suis à la maison du père, des fois. L'été, je dormais dehors. Là que t'apprends, c'est ça. Les refuges, les services qu'il y a, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que t'as pas le droit. Ouais. Puis, malheureusement pour moi, dans les refuges, plusieurs services, si tu rencontres un intervenant, il te demande as-tu des problèmes de drogue, d'alcool, de jeu, de sexe, d'alcool, work alcoolique, n'importe quoi. Est-ce que vous en aviez? Non, Non. c'est économique, fatigue, j'étais en burn-out. OK, c'était juste... Puis l'intervenant, il m'a dit, ben, on n'a pas de service pour t'aider, tu tombes entre les barreaux de chaise. Parce que, fait que là, j'ai dit, si vous voulez, je peux m'en créer une dépendance, là, c'est juste ça, là. Puis, non, il dit, là, on peut rien faire pour vous. Fait que moi, je me dis, j'ai ma tête.
je suis capable d'aller, bon, là, j'ai besoin de ça, là, j'ai besoin de ça, là, je me sens... Et c'est parti Là, des... Qu'est-ce que les gens ont besoin? Fait que ce qui nommait disait, ben, on n'a pas de place pour entreposer nos effets personnels. Parce qu'il dit, on veut bien chercher une job, on veut bien se trouver quoi que ce soit, mais on est pogné avec nos gros sacs, avec toute notre barda que nous autres, puis on peut pas le laisser nulle part. Et puis on fait, on note. Et l'autre chose, c'est, on n'a pas d'adresse. On ne peut pas recevoir notre chèque. Notre chèque, il arrive au bureau au centre local d'emploi, au bureau d'aide sociale, mais on n'a pas d'adresse à donner. Tu sais, si on veut se trouver un appartement ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'adresse à rien. Fait que donc, c'est parti avec cette idée-là. Fait bon, essayer de créer un milieu de vie où est-ce que les personnes pourraient venir, qui pourraient entreposer leurs choses, recevoir leur courrier. Fait donc, c'est parti comme ça tranquillement. Sinon, vous diriez, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, dans le fond, pour les aider? Ne pas leur donner d'argent. Oui, c'est ça. Ça a l'air épouvantable. Il y en a beaucoup qui vont... ils vont jouer un gros violon, j'ai pas mangé. Ouais, parce que tu vois sur leur affiche, tu sais, ils ont de l'air. J'ai faim, ouais, whatever. c'est ça. Non, puis il y a 1 million de places pour manger gratuit à Montréal. Tu peux pas crever de faim à Montréal. Ok, ouais. T'sais, au niveau des soupes populaires, au niveau de. Tu sais, ça, il y en a. T'sais. C'est sûr que ce ne sera pas la méga gastronomie, mais Comme j'ai dit, la faim, quand tu sais comment ça fonctionne, tu as 7 places que tu peux manger dans la journée. Quand ils te disent j'ai faim, je vais aller manger, le meilleur truc que je vous donne, c'est OK, t'as faim, viens avec moi. Je vais aller te payer à manger. Je vais aller te payer à manger. Ils font ben non, ben c'est correct, t'as pas faim, merci. T'sais, ça va être dans ce sens-là. Il existe plusieurs moyens pour aider ces personnes et se joindre à la cause. Nous pouvons entre autres faire des dons à des organismes spécialement créés pour aider les sans-abri, mais aussi, nous pouvons leur montrer que nous ne sommes pas indifférents à leur situation en les invitant à manger ou tout simplement en leur souriant. You need a new pair? Here's a brand new pair of socks for you. And here's some nice new sandals, man, so you ain't gotta wear those beat up ones there. No, you can have those too. Here, I'll put these in here for you too. Yeah. Wanna try them on, see if you like them?